Bonjour à tous et bienvenue sur Penseurs Sauvages. Vous en avez marre de nos dirigeants actuels, vous pensez que voter ça ne sert à rien, vous préférez passer à l'action que changer les choses, vous pensez que descendre dans la rue est le seul moyen de se faire entendre, en bref vous pensez que l'épée est plus efficace que la plume, et bah ça tombe bien parce que pour ce second article on va parler de révolution. On entend tous un peu partout parler de la révolution qui arrive, ou plus particulièrement de l'idée selon laquelle nous aurions besoin aujourd'hui d'une révolution. Et il est vrai qu'il y a bien des parallèles à faire entre les situations pré-révolutionnaires du passé, un peu partout dans le monde, et notre situation actuelle. On retrouve bel et bien à notre époque une forte ressemblance de conjoncture, qui semble indiquer inévitablement un prochain bouleversement politique, et je ne doute pas que pour beaucoup d'entre vous, la question n'est déjà plus de savoir si ce bouleversement va arriver, mais quand est-ce qu'il va arriver. Bien souvent, on envisage ces bouleversements forcément au travers de la lutte. On est alors certain que le peuple se soulèvera, négligera les urnes pour voter avec des pavés directement dans la rue, et que le véritable changement ne pourra survenir qu'en extirpant manu militari les actuels occupants de l'Elysée. Il est bien rare que qui que ce soit parmi ceux qui soutiennent que le bouleversement arrive, le perçoivent comme pouvant parvenir des urnes. En fait, l'idée a plutôt tendance à faire rire ceux qui ont suivi les résultats électoraux ne serait-ce que sur ces 5 dernières années. J'ai un temps été de ceux qui étaient de cet avis selon lequel, puisque la voie politique ne fonctionnait à l'évidence pas pour changer les choses, le seul moyen réel d'obtenir un renouveau politique en France et ailleurs serait d'amorcer une révolution. En bref, l'idée selon laquelle le seul moyen de rétablir la démocratie serait de le faire par la force. Seulement voilà, après une longue réflexion sur le sujet, j'en suis peu à peu venu à réaliser que cette idée était illusoire et trompeuse, car je me suis rendu compte que la vision d'une révolution que j'avais en tête était profondément erronée, ou plutôt idéalisée. Comme une espèce de vague idée poétique de la révolte, dans laquelle le peuple descendrait dans la rue avec des tambours, scanderait des slogans, ferait preuve d'une ténacité telle que même les gaz lacrymogènes et les flashballs ne les arrêteraient plus, si bien que leur rang grossirait jour après jour, la police serait submergée et finirait elle-même par rejoindre le camp des manifestants, puis se rendrait avec eux assiéger l'Elysée et le gouvernement démissionnerait, le peuple prendrait le pouvoir, instaurer une démocratie dont on suppose que tout le monde serait parfaitement d'accord sur le modèle, et ainsi le peuple français applaudirait unanimement l'unité dans la lutte qui les aura menés à la victoire. Je caricature à peine. Je suis régulièrement confronté à cette même vision idéalisée de la révolution dont j'ai été la proie à une certaine période. Comme si la révolution était un moyen de transiter directement d'une situation d'oppression à une situation d'émancipation, sans rien entre les deux, ou alors une brève période de manifestation festive comparable à un festival d'été. C'est seulement après m'être un peu davantage renseigné sur l'histoire que j'ai réalisé à quel point j'idéalisais naïvement le déroulement d'une révolution. Comme s'il s'agissait de descendre dans la rue, passer un bon moment avec des copains, renvoyer quelques fumigènes au CRS, puis chanter victoire et rentrer chez soi à temps pour le dernier épisode de Game of Thrones. Mais la réalité, c'est que lorsqu'on admire Marianne guidant le peuple vers la liberté, on omet souvent de remarquer qu'elle doit pour ça enjamber une pile de cadavres. Parce que oui, une révolution c'est rarement pacifique, et quand ça ne l'est pas, ça ne l'est, mais alors vraiment pas du tout. Et surtout, on a tendance à en idéaliser l'aboutissement comme si faire la révolution était une étape brève entre deux situations politiques stables. Mais on oublie souvent de s'intéresser à la longue période tumultueuse d'instabilité qui a régné entre ces deux points dans le temps. Le problème de la lutte violente, c'est que les fusils dialoguent bien moins efficacement que les livres, et du coup dans le vacarme des combats, il est bien difficile de faire entendre la voix de la raison. C'est pas exactement une situation propice au dialogue constructif et aux décisions réfléchies qu'une situation dans laquelle une vision politique est imposée par la force. Parce que quand deux idées s'opposent par les armes, c'est bien difficile de distinguer laquelle est la plus sage que l'autre pour choisir de défendre son accession au pouvoir. C'est donc plutôt un terrain de jeu parfait pour les arrivistes, les fourbes, les carriéristes et les profiteurs sans scrupules qui prolifèrent alors dans leur environnement idéal. Ici par exemple, vous voyez un certain Joseph Fouché. Alors retenez ce nom parce qu'on va parler de lui à différentes reprises dans la vidéo. Au passage, si vous l'avez pas déjà lu, je vous recommande son excellente biographie rédigée par Stefan Zweig. Sérieusement, lisez-la, même Game of Thrones c'est Bambi en comparaison. Les individus comme lui parviennent toujours à tirer leur meilleur avantage des situations les plus incertaines possibles, et n'hésitent pas à jouer avec la vie de centaines voire de milliers de personnes innocentes pour parvenir à leur fin. Ce qui fait donc des périodes révolutionnaires et post-révolutionnaires, des situations politiques extrêmement instables où les plus malins parviennent toujours à tirer leur épingle du jeu face aux gens intègres et raisonnables. Parce que ce qu'on oublie un peu trop facilement de rappeler quant à la Révolution française, c'est qu'entre la ratification de la monarchie constitutionnelle de 1789 par Louis XVI et la stabilisation de la Troisième République en 1871, il y a eu près d'un siècle d'instabilité, de terreur, de tuerie, de trahison, de retour à la monarchie, de coups d'état, de guerre civile, d'invasion ennemie, d'instauration de dictature et même d'empire. Alors comme pour savoir où on va, il faut d'abord savoir d'où on vient, revoyons rapidement les événements de cette période de 82 ans pour y voir un peu plus clair. Nous sommes en juillet 1789. À force que la noblesse et le clergé emmagasinent tout l'argent en circulation sans payer d'impôts, situation qui devrait vous rappeler quelque chose, le peuple français est plongé dans la crise et la famine. Louis XVI, pris à la gorge par la révolte populaire, convoque une assemblée de députés constituée de nobles, du clergé et du tiers-état, c'est-à-dire les bourgeois qui attendaient alors de réformer la France pour une politique plus libérale. Les mauvaises langues diront qu'ils étaient plus intéressés par revendiquer pour eux-mêmes les mêmes privilèges que la noblesse, mais en réalité... bah non, en fait là j'ai rien de probant pour contredire ça.
Du coup le peuple s'agite, probablement en comprenant que lui en revanche il va continuer de payer ses impôts et même ceux des bourgeois en prime avec un peu de chance. L'escalade de tension faisant son travail, on en arrive le 14 juillet 1789 à prendre la Bastille au terme d'un long combat sanglant qui dura plusieurs jours. Non je déconne. En fait la Bastille était vide et les révolutionnaires ont même été surpris de n'y trouver que 7 prisonniers. 4 petits escrocs en attente de procès, 2 fous et un comte incarcéré pour acte de débauche. Un genre de Dominique Strauss-Kahn de l'époque quoi. Alors, par avance, non, c'était pas le marquis de Sade. Cette rumeur est en fait fausse, Sade avait bien été incarcéré à la Bastille, mais avait été transféré quelques jours à peine avant sa prise par les révolutionnaires, en raison justement de ses hurlements clamant qu'on y égorgeait les prisonniers. Bon, on se doute bien qu'il a dû faire ça dans le but de convaincre les révolutionnaires de prendre la Bastille pour le libérer dans la foulée. Manque de bol pour lui, ces hurlements ont dérangé les autres prisonniers, comme quoi ils étaient pas spécialement maltraités, et en fait ils étaient même tous entretenus dans des conditions des plus confortables qui soient pour les prisons de l'époque, et c'est ce qui lui a valu d'être transféré à peine quelques jours avant que ça arrive. Et donc les révolutionnaires qui s'attendaient à trouver la Bastille remplie de prisonniers politiques sont un peu surpris de n'y trouver que si peu de prisonniers et entretenus dans de si bonnes conditions, mais peu importe car la Bastille est en fait le symbole de l'autorité royale arbitraire qui enfermait des citoyens sans procès sur simple lettre de cachet. Les prisonniers sont alors exhibés en héros par la foule de révolutionnaires. Sous la pression populaire, Louis XVI finit par ratifier dans la nuit du 4 août la constitution de monarchie constitutionnelle qui abolit la classe de la noblesse. Les révolutionnaires sont alors convaincus que leur but est atteint et acclament Louis XVI au cri de Vive le roi. Louis XVI à qui on aura fait porter pour l'occasion le bonnet phrygien des révolutionnaires. Comme quoi on lui faisait faire un petit peu ce qu'on voulait, c'était un genre de François Hollande de son temps quoi. En attendant l'application des changements garantis par cette nouvelle constitution, le roi sera invité cordialement à rester au palais des Tuileries un certain temps. Conscient que la situation est un petit peu tendue pour lui, il échouera de s'en échapper avec Marie-Antoinette dans la nuit du 20 juin 1791, avec l'aide d'Axel de Fersen dont les commères diront qu'il était l'amant de Marie-Antoinette. C'était très probablement le cas. La famille royale est arrêtée à Varennes au matin du 22 juin 1791 et raccompagnée aux Tuileries à grands coups de pied dans le train. Marie-Antoinette déclara alors, à l'attention des peuples voisins et particulièrement de l'Autriche, qu'on ne viendra pas dire qu'ils n'y sont pas tenus captifs. Humilié sous tous les rapports, l'autorité du roi atteint une cote de popularité comparable à celle de François Hollande aujourd'hui, et le peuple français le soupçonne d'œuvrer secrètement à sa défaite. Le 20 avril 1792, l'Angleterre et l'Autriche, qui voient tous deux d'un très mauvais œil l'abolition de la monarchie de droit divin en France, lui déclarent la guerre avant que la Révolution ne donne des idées à leur propre population. Louis XVI, qui avait épousé l'Autrichienne Marie-Antoinette dans le but d'éviter précisément cette situation, est alors encore plus lourdement suspecté de faire sa poucave auprès de l'Autriche et de souhaiter la défaite de la France. Partout, les journaux l'accusent de livrer des renseignements militaires à l'ennemi et décrivent Marie-Antoinette en des termes peu élogieux. C'est alors que le 25 juillet 1792, le duc Charles-Guillaume Ferdinand de Brunswick-Wolfenbüttel, que nous appellerons duc de Brunswick comme tout le monde pour des raisons de ponctualité, a la bonne idée de faire parvenir à Paris une lettre de menace qui ordonne courtoisement la libération du roi, le rétablissement de la monarchie de droit divin et l'abolition de tout traité ou constitution qui aura pu être signé par lui sous la contrainte. Sans quoi il s'en viendra gaiement massacrer le peuple français pour leur apprendre qui c'est qui est nommé par le bon Dieu parce que faut pas charrier non plus. La légende dit qu'on aurait entendu Louis XVI hurler depuis les Tuileries « Brunswick, c'est gentil de vouloir aider, mais là tu m'aides pas en fait. Hashtag j'ai rien fait ». Confirmés dans leur soupçon de la trahison du roi qui aura préféré pactiser avec l'ennemi que de soutenir son propre peuple, la famille royale est alors transférée à la prison du Temple. Un procès est ouvert et les républicains se découvrent une soudaine aspiration pour la méthode scientifique. Ils décident alors de mettre à l'épreuve des faits la théorie selon laquelle l'autorité divine ne saurait être contestée par de simples mortels. Ils mettent alors au point une petite expérience pratique, partant du principe que si l'on programmait la décapitation du roi élu par la volonté divine, Dieu lui-même devrait intervenir pour empêcher que l'action ne soit menée à bien, ce qui mettrait fin à la polémique une fois pour toutes. Le 21 janvier 1793, l'expérience se montre peu concluante pour la théorie soutenue par le duc de Brunswick. Le clergé fut par ailleurs contraint d'accepter l'invalidité de la nature divine de l'autorité royale face à la pertinence de la démonstration, mais se satisfera de cette preuve que les voies du Seigneur sont bel et bien impénétrables, y voyant l'évidence irréfutable de la vérité de la Bible. La France a alors attaqué de toutes parts et les victimes sont nombreuses, mais le peuple français est visiblement trop résilient pour baisser les bras au seul prétexte que le sang inonde leur rue. Après tout, leur devise est à présent la liberté ou la mort. Et c'est en chantant la Marseillaise qu'ils retournent au combat. D'ailleurs, à ce sujet, quand la Marseillaise dit « Ils viennent jusque dans vos bras égorger vos fils et vos compagnes », c'est des crimes de l'armée autrichienne qu'il est question. Et quand elle dit qu'un sang impur abreuve nos sillons, c'est du sang des révolutionnaires, dit impur par opposition au sang bleu de la noblesse, qu'il s'agit de verser pour défendre les idéaux républicains. Donc le prochain qui me sort que les paroles de la Marseillaise sont violentes et racistes, je l'enferme dans une bibliothèque, avec interdiction d'aller aux toilettes tant qu'il n'a pas lu l'intégrale des publications sur la Révolution française. Je reprends. Grâce à ce nouveau hit de l'été, une grosse ambiance s'empare de l'armée française qui finit par doucher l'armée autrichienne sur le dance floor.
Cependant, la violence de la guerre et la trahison de Louis XVI instillant une paranoïa d'ennemis, une chasse aux traîtres est lancée sur tout le territoire et un certain Robespierre instaure alors une dictature qui restera dans l'histoire sous le nom de la Terreur. Si les citoyens français ont versé leur sang impur pour défendre l'idéal républicain, ce n'est pourtant pas eux qui nommeront Robespierre à la tête de la nation française nouvellement créée, c'est par la Convention que Robespierre s'imposera. La foule se déchaîne et les têtes tombent par l'eau familiale en promotion chez Carrefour. La princesse Laval, meilleure amie de la reine, est décapitée et sa tête est exhibée à Marie-Antoinette par les fenêtres de la prison du Temple. Délicate intention de la part des révolutionnaires. Peu après, en octobre 1793, Marie-Antoinette rejoindra son amie au banc des têtes tombées, en compagnie des rivaux de Robespierre, parmi lesquels Desmoulins et Danton, ses anciens amis qui n'avaient pas su montrer des convictions conformes à sa vision politique. Dans un même temps, une guerre civile éclate en France, la chasse aux prêtres menée par les révolutionnaires n'est pas très au goût des paysans qui sont fortement attachés à la religion. Le christianisme est aboli par Robespierre et remplacé par le déisme avec l'établissement du culte de l'être suprême. Les conspirationnistes parleront d'influence maçonnique, mais en réalité... non, là-dessus j'ai rien non plus, en fait c'était probablement le cas. Mais pour l'anecdote, c'est aussi là que le calendrier grégorien sera remplacé par le calendrier révolutionnaire, dont l'an 0 marquera la chute de la royauté en 1792. En Thermidor en 2, donc juillet 1794 pour ceux qui suivent, un mois après sa prise de pouvoir dictatoriale, Robespierre a la maladresse de vouloir faire guillotiner Fouché, mais il sous-estime complètement son swag. Fouché est un parasite tenace, il parvient en une seule nuit à terroriser les membres de la Convention en leur affirmant à chacun un par un que Robespierre leur en veut personnellement et qu'ils seront les prochains guillotinés aussitôt après lui, à moins qu'il ne se retourne contre le dictateur. Alors que Robespierre était convaincu que faire voter la décapitation de Fouché ne serait qu'une formalité, surprise, c'est lui qui se retrouve sur l'échafaud à sa place. Il n'y a pas à dire, Fouché était un enfoiré certes, mais un enfoiré de très haut niveau. La dictature de Robespierre s'effondre alors et laisse la place au Directoire composé de 5 membres dirigeant simultanément les affaires de la France. Ce mode de gouvernement original permettra l'instauration d'un bordel politique encore inégalé dans l'histoire sur une période de 1795 à 1799. Prenant avantage de ce désordre sur fond de guerre civile, un certain général Bonaparte profite de sa forte position dans l'armée pour mener un coup d'état en envahissant le Directoire avec ses troupes le 9 novembre 1799, et s'autoproclame alors premier consul. Bonaparte bénéficiant d'un très grand soutien de la population et de l'armée, l'opposition est alors trop faible pour renverser son autorité et il en profite pour imposer la constitution de l'an 8, qui derrière un maquillage démocratique centralise en fait le pouvoir sur sa personne. Le 2 août 1802, après avoir anecdotiquement rétabli l'esclavage en France, mais surtout consécutivement à ses victoires militaires qui ont fait sa grande réputation, Bonaparte s'autocongratule en s'attribuant le titre de consul à vie après un plébiscite, une sorte de référendum très restreint. Le 18 mai 1804, il se dit que décidément ce n'est pas encore assez et que s'il veut gagner le respect des familles royales des pays rivaux de la France, il se doit d'adopter le même titre qu'eux. Il se fait alors proclamer empereur par un senatus consulte, un décret du Sénat, suivi d'un plébiscite, dont on rappelle qu'il ne concernait pas l'ensemble du peuple, mais seulement une poignée de représentants de la plèbe. Il se fera sacrer à la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII, ce qui lui assurera une légitimité aux yeux des monarchies voisines, mais il se posera lui-même la couronne sur la tête, ce qui lui assurera une légitimité par rapport aux révolutionnaires français, qui y verront un signe de refus de l'autorité divine. Alors les syndicalistes y verront une forme de compromission, mais il faudrait leur rappeler que... Non, en fait là non plus j'ai rien. Napoléon remettra tout de même un peu d'ordre dans le bordel politique français de l'époque en centralisant le pouvoir et en réformant le code civil, le fameux code Napoléon. Mais légitimé par ses victoires militaires, sa position ne tient qu'à la grâce de son image de vainqueur. N'ayant aucune légitimité réelle à la fois aux yeux des royalistes voisins, Napoléon n'étant pas de sang bleu, et aux yeux des révolutionnaires, ayant détourné l'idéal de la République en se faisant sacrer empereur par le pape, il se doit de maintenir cette image de conquérant victorieux coûte que coûte pour assurer son règne. Il s'engage alors dans une série de guerres expansionnistes qui mèneront à la domination de l'Empire français sur une grande partie de l'Europe. Digression. Ne parvenant pas à vaincre la flotte anglaise, Napoléon entreprit d'étouffer économiquement l'Angleterre par un embargo sans précédent qui portera le nom de blocus continental et interdit tout commerce avec l'île britannique. Or, l'Angleterre étant l'une des plus influentes puissances économiques de l'époque, nombreux furent les dirigeants des pays mis sous tutelle par Napoléon qui refusèrent de respecter le blocus, parmi lesquels le tout nouveau roi d'Espagne Ferdinand VII, que Napoléon fit alors destituer 2 mois seulement après qu'il eut lui-même détrôné son père Charles IV, pour y installer son frère Joseph Bonaparte. La nouvelle de cette destitution parvint aux colonies espagnoles d'Amérique latine peu de temps après, où les populations réalisèrent que la souveraineté espagnole venant de s'effondrer, elles allaient passer soit sous domination française, soit sous domination anglaise. Anglais qui n'attendaient que de pouvoir mettre la main dessus. C'est alors qu'un certain Simon Bolivar, entre autres, prit la parole pour dire « Ou alors, on peut aussi prendre notre indépendance, je dis ça, je dis rien, #YOLO ». Ce fut le point de départ des révolutions d'Amérique latine. Fin de digression. Alors que Napoléon veut s'allier à la Russie pour mettre les Anglais à terre une bonne fois pour toutes,
Alexandre Ier, alors tsar de Russie, refuse de coopérer avec Napoléon pour combattre les Britanniques. Napoléon en conclut que la guerre est inévitable. C'est pas qu'il aime ça, vous comprenez, c'est que c'est inévitable. Il décide alors d'envahir la Russie en 1812. Les Russes reculent mais mettent en place la stratégie de la terre brûlée et ne laissent pas le moindre brin d'herbe à disposition de la grande armée napoléonienne, allant jusqu'à incendier la ville de Moscou avant que Napoléon y fasse son entrée. Napoléon, croyant qu'après avoir pris la capitale, Alexandre Ier sera plus coopératif, il s'attarde à Moscou en attendant la capitulation du tsar. Mais il oublie qu'Alexandre Ier sait très bien que le temps joue en sa faveur, et il s'y attarde ainsi beaucoup plus que de raison. Lorsqu'il donne enfin le signal de retraite, l'hiver s'installe déjà. Les troupes napoléoniennes tentent alors de rejoindre l'Allemagne dans un froid glacial sur les terres dévastées par lesquelles ils sont venus, et c'est la débâcle. Sur 600 000 hommes qui suivirent Napoléon en Russie, seuls quelques dizaines de milliers revirent leur terre natale. Terrassé par cette défaite, Napoléon est à genoux. Les rois voisins en profitent alors pour reprendre les armes contre la France, et certains soldats allemands, alors sous domination de l'Empire français, commencent à changer de camp. Lors de la bataille de Leipzig, c'est 300 000 soldats alliés entre guillemets que combattront les 180 000 soldats de l'Empire français. On dénombrera 100 000 morts dans le camp français, la défaite fut décisive. Le Royaume-Uni, la Russie, la Prusse et l'Autriche s'allient alors pour combattre l'Empire français et Paris tombe le 31 mars 1814. Napoléon abdiquera sans condition le 6 avril et sera peu après exilé sur l'île d'Elbe entre la Corse et l'Italie. Louis XVIII profitera alors de l'exil de Napoléon pour remonter sur le trône et rétablir la monarchie de droit divin en France le 24 avril 1814. Période qu'on appellera la Restauration et que Louis XVIII placera sous la devise Union et oubli, sans rancune quoi. Il donnera à Napoléon le surnom de l'usurpateur, le croyant définitivement écarté. Mais pas de bol pour lui, Napoléon reprend vite des forces et rejoint Cannes le 1er mars 1815, accompagné d'une poignée de soldats à peine. Recrutant en route les Français désireux de rétablir l'empire napoléonien, il progresse rapidement jusqu'à Namur où il rencontre des troupes de Grenoble, qui refusent de combattre pour maintenir le roi sur le trône et préfèrent rejoindre ses rangs. La progression de Napoléon est ininterrompue et ses troupes ne font que grandir. Chaque troupe qui est envoyée contre lui l'accueille en héros et renforce son armée. Même le maréchal Ney, qui avait promis à Louis XVIII de ramener Napoléon dans une cage de fer, s'incline devant son ancien empereur. Geste qui par la suite lui coûtera la vie. Ce périple, qui portera par la suite le nom du vol de l'Aigle, s'achève avec l'arrivée à Paris que Napoléon prendra le 19 mars 1815 sans tirer un seul coup de feu alors que le roi a pris la fuite. Napoléon tente alors de jouer la carte du mec bien intentionné et affirme aux pays voisins son désir de paix, là aussi sans rancune quoi. Mais ces derniers n'étant tout de même pas complètement imbéciles, n'en croient pas un mot et entrent à nouveau en guerre contre lui. Il sera finalement vaincu définitivement le 18 juin 1815 lors de la bataille de Waterloo. Napoléon abdique alors en faveur de son fils, François-Charles-Joseph Bonaparte, alors âgé de 4 ans, qui prévoira de monter sur le trône sous le nom de Napoléon II. Mais l'Assemblée et la Commission refusent de le proclamer empereur. Le président du conseil provisoire, un certain Joseph Fouché, magouille alors une tromperie sans précédent en affirmant à tous sa volonté de rétablissement de la République, pendant qu'il négocie en secret le retour de Louis VIII sur le trône en échange du titre de duc d'Otrante. Alors oui, parce que j'ai pas précisé une chose, c'est qu'entre 1793 et 1794, juste avant la période de la Terreur, Fouché craignait pour sa vie face à la montée en puissance de Robespierre. Il faut dire qu'il avait un petit peu trop forcé sur la tromperie en se ralliant dans un premier temps les royalistes modérés pour s'opposer à la décapitation de Louis XVI, pour finalement changer d'avis le soir même du vote après avoir senti le vent tourner en sa défaveur et voter pour la décapitation du roi. Sentant qu'il était en danger à Paris, Fouché s'était alors fait nommer au contrôle de l'insurrection lyonnaise où il avait appliqué une politique radicalement anti-bourgeoise et anticléricale pour faire preuve de zèle, en espérant redorer son image auprès des révolutionnaires récalcitrants et lui pardonner son récent passé royaliste. Et quand je dis politique radicale, c'est radical. Du genre extermination des prêtres en masse, exécution sur simple signe extérieur de richesse, ce qui a fini par lui valoir le surnom du mitrailleur de Lyon, tant le rythme des exécutions battait bon train. Donc vous comprendrez que réussir de passer de ça à duc d'Otrante, ça se situe quand même dans un niveau encore inégalé dans la putasserie. Le fils de Napoléon finira sa courte vie en Autriche où il mourra à l'âge de 21 ans. Pendant ce temps-là, Louis XVIII essaie tant bien que mal de concilier l'héritage napoléonien avec le rétablissement de la monarchie de droit divin et prendra la liberté de constituer un ministère issu de la majorité parlementaire sans y avoir été contraint. Malgré l'instabilité du régime, il parviendra à rétablir un peu de prospérité dans le royaume de France, mais il doit faire face à une situation délicate d'une France divisée entre royalistes et révolutionnaires, période ponctuée d'assassinats politiques. Le 16 décembre 1824, Louis XVIII meurt des suites d'une maladie qui l'aura fait souffrir toute sa vie. Son frère, le comte d'Artois, lui succède sous le nom de Charles X. Mais son règne sera bref puisque moins de 5 ans plus tard, le 27 juillet 1830, une révolte parisienne éclate et culmine le 29 juillet avec des combats qui feront 200 morts chez les soldats et plus de 800 chez les insurgés. Les députés libéraux monarchistes prennent alors la main et obtiennent l'abdication de Charles X en faveur de son fils Louis XIX. Son règne fut le plus long et le plus prospère de l'histoire de la monarchie française. Non, je déconne. 20 minutes plus tard, Louis XIX abdique sous la pression de son père en faveur de son neveu Henri d'Artois, aussi appelé Henri V.
C'est son règne qui fut le plus long et le plus prospère de l'histoire de la monarchie française. Non, je déconne encore. 7 jours plus tard, c'est Louis-Philippe Ier qui est appelé à régner. Alors pour faire simple, il a joué un coup à la Game of Thrones. Ayant été nommé régent dans l'attente de proclamation du nouveau roi, il proclamera bien l'abdication de Charles X à la Chambre, mais omettra de mentionner qu'elle est en faveur d'Henri V, pour ensuite tirer son épingle du jeu auprès des députés. L'héritage de la Révolution faisant, Louis-Philippe Ier est alors proclamé roi des Français et non pas roi de France, le 3 août 1830. Il règne alors dans une opposition multilatérale, face à la fois aux partisans de Charles V qui ne reconnaissent pas sa légitimité au trône, aux partisans de Louis XIX qui considèrent qu'il devrait être le seul souverain légitime, et même aux vrais légitimistes qui considèrent aussi que Charles X est le seul vrai souverain légitime au trône de France. Vous sentez venir le bordel là? Eh ben ça loupe pas, le 28 juillet 1835, il échappe de justesse à un attentat de Giuseppe Fieschi qui tente de l'abattre à l'aide de sa machine infernale, une sorte de fusil primitif à canon multiple. Cet attentat n'entamera pas son règne. Par contre, Louis-Philippe a le fâcheux défaut de revenir à une politique libérale qui entraîne une dégradation des conditions de vie des classes populaires et creuse à nouveau les écarts de richesse. Encore une fois, on en revient à la situation qui avait causé la révolution et qui devrait vous rappeler quelque chose. Une crise économique éclate entre 1846 et 1848, et les personnalités du gouvernement sont alors éclaboussées par des scandales de toutes sortes. Il y a la mort mystérieuse du prince de Condé, des pots de vin dans l'affaire de fusil Gisquet, l'évasion de Louis-Napoléon Bonaparte qui était enfermé pour tentative de putsch depuis 1840, la rumeur de suicide suite à la mort du ministre de la Justice Nicolas Martin du Nord, l'affaire Teste-Cubière, c'est une affaire de corruption entre deux ministres, le suicide par empoisonnement à l'arsenic du duc de Choiseul-Praslin, et même une affaire de corruption et d'arnaque originale qui implique le garde des Sceaux qui aurait vendu un poste de haut fonctionnaire à un pigeon qui a ensuite fait des vagues en réclamant son dû. Là aussi ça devrait vous rappeler une certaine atmosphère médiatique. L'insurrection gagne du terrain et Louis-Philippe finit par abdiquer le 24 février 1848, en faveur de son petit-fils Louis-Philippe II qui est alors âgé de 10 ans, son fils étant mort dans un accident 6 ans plus tôt. Louis-Philippe Ier, légèrement flippé à l'idée de finir comme Louis XVI et Marie-Antoinette, prend la fuite déguisé en femme, acte qui marquera la fin peu glorieuse de la monarchie en France. Alors oui, je dis fin de la monarchie, parce qu'en fait la Chambre des députés renonce à la proclamation de Louis-Philippe II, suite à l'invasion du Palais de Bourbon par des insurgés, et cède à leurs revendications en instaurant un gouvernement provisoire qui proclamera le soir même du 24 février 1848 la Deuxième République dans des circonstances controversées. Ce gouvernement provisoire prend plusieurs décisions marquantes, parmi lesquelles le suffrage universel. Bon, uniquement masculin, mais c'est déjà un progrès car avant ça la voix du citoyen n'était pas reconnue comme égale à celle du noble ou du bourgeois. Il y aura aussi l'abolition de la peine de mort pour raisons politiques, qui préviendra de revenir à une période de terreur, la mise en application des principes de liberté individuelle qui étaient jusque-là restés théoriques du fait des nombreux renversements politiques, et la fin de l'esclavage dans les colonies françaises. Alors il y aurait beaucoup à dire sur l'esclavage et son abolition, mais ça sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Cette deuxième république revient donc plus au fondement de l'héritage révolutionnaire qu'elle s'efforce d'appliquer, mais la division des Français est encore vive et le gouvernement vacille violemment et rapidement d'un coin à l'autre entre libéraux et conservateurs dans la même année de 1848. En décembre 1848, démarrent les premières élections présidentielles de France dont le républicain Louis-Napoléon Bonaparte, troisième fils de Napoléon Bonaparte, sortira largement vainqueur avec 74,2% des suffrages exprimés. Or, Bonaparte, fidèle à la conviction pseudo-républicaine de son père, forme un gouvernement à forte influence monarchiste, le Parti de l'Ordre, qui fera tout son possible pour écarter les républicains du débat. Celui-ci obtiendra le 24 mars 1849 l'interdiction de la formation de clubs politiques, barrant ainsi la route à Ledru-Rollin, qui essayait de fonder le parti Solidarité Républicaine, une alliance républicaine démocrate-socialiste. Ce qui permettra au Parti de l'Ordre de remporter les élections législatives avec 53% des voix et 64% des élus. Mais les démocrates socialistes progresseront tout de même avec 25% des voix, alors que les républicains modérés reculent avec 11% des voix. Et des foyers politiques d'extrême gauche s'enracinent un peu partout en France. Cependant, le Parti de l'Ordre accédant au pouvoir, ils appliquent une politique conservatrice catholique. Et alors qu'une troupe est envoyée à Rome pour défendre la jeune République romaine en Italie, le Parti de l'Ordre inverse finalement leur mission pour les opposer aux républicains et défendre à la place le rétablissement de Pie IX à ses prérogatives. Les républicains garderont cet épisode en travers de la gorge, choqués que des soldats de la République combattent des républicains pour restaurer une monarchie. Ledru-Rollin appelle alors à des manifestations, mais tout le monde s'en fout. Sauf le Parti de l'Ordre, qui fait arrêter plusieurs meneurs et contraigne Ledru-Rollin à s'exiler en Angleterre. Là, le peuple cesse de s'en foutre et des manifestations éclatent un peu partout, faisant des dizaines de morts. Le gouvernement resserre alors la vis contre les chefs républicains, suspend 34 députés de leur mandat, poussant la plupart à l'exil, et impose peu à peu une répression des idées républicaines, notamment via des mesures de censure de la presse. Effrayé par la menace socialiste, il lutte également contre l'université en renforçant la place de l'église catholique dans l'enseignement. Mauvais calcul qui engendrera une poussée de l'anticléricalisme chez les intellectuels et la perte des socialistes chrétiens dans leur rang.
Malgré ces mesures, la résistance républicaine ne faiblit pas. Lors des élections du 10 mars et 18 avril 1850, ils parviennent à faire élire 21 de leurs candidats en remplacement de leur chef déchu par mandat. Le gouvernement Bonaparte prend peur face à cette résistance républicaine et réduit encore davantage la liberté de presse. Cette oppression des républicains ne fait pas l'unanimité au sein du Parti de l'Ordre, dont certains ne cachent même plus leur opposition à la présidence de Bonaparte. Mais l'échec de fusion du Parti de l'Ordre avec des courants monarchistes et royalistes en 1851 renforce finalement la position de Bonaparte, qui part alors en campagne pour les élections de 1852 avec un fort soutien de la population. Petit bémol cependant, la Constitution lui interdit de se présenter à ces élections, ayant déjà effectué l'unique mandat qui lui est autorisé. Il tente alors de lancer une campagne de révision de la Constitution, mais échoue à obtenir la majorité aux 3/4 nécessaires. Qu'à cela ne tienne, il suivra les traces du papa en préparant un coup d'état. Après tout, pourquoi s'emmerder à suivre les règles du jeu quand elles nous entravent pour gagner rapidement? Le 2 décembre 1851, date anniversaire du sacre de Napoléon Ier et de la bataille d'Austerlitz, des troupes appelées au soulèvement de Bonaparte envahissent le palais Bourbon et l'Assemblée est dissoute. De nombreux chefs républicains et orléanistes sont arrêtés. Le député Baudin est tué sur une barricade, l'insurrection s'amplifie et des fusillades éclatent. Le calme reviendra finalement le 4 décembre au soir, laissant les habitants de Paris terrorisés. Les 21 et 22 décembre, Bonaparte fait valider son coup d'état par plébiscite où il obtient une très large majorité des représentants des citoyens terrorisés par la répression. Il met en place en 1852 la nouvelle constitution qui prévoit qu'il reste président de la République pendant 10 ans. C'est également elle qui divise l'Assemblée en deux chambres, le corps législatif et le Sénat. Bonaparte use et abuse de censure en envoyant des avertissements aux journalistes lorsque des articles déplaisants sont publiés dans la presse, réduisant ainsi la presse à un état d'autocensure qui ne sera à nouveau égalé dans l'histoire qu'en 2015. Napoléon engage alors une campagne sur le thème « L'Empire c'est la paix », afin de préparer subtilement les esprits à ce que pourrait être l'alternative à l'Empire qu'il propose. Le 7 novembre 1852, le changement de régime est proposé par plébiscite et obtient également une très large majorité des représentants des citoyens qui, décidément, trouvent que la paix est une idée bien sympathique. Louis-Napoléon Bonaparte se fera proclamer empereur sous le nom de Napoléon III le 2 décembre 1852, 48e anniversaire du sacre de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris. Ce second empire connaîtra deux périodes. La première de 1852 à 1860 portera le nom d'Empire autoritaire dans lequel Napoléon III appuiera fortement son pouvoir par un procédé similaire à celui par lequel il l'aura obtenu. Mais cette pédagogie musclée lui coûtera cher en réputation et alimentera peu à peu l'opposition. La seconde de 1860 à 1870 portera le nom d'Empire libéral, période à laquelle il fera petit à petit des concessions à l'opposition libérale, dans l'espoir de rehausser sa cote de popularité dans les sondages Facebook et couper l'herbe sous le pied des aspirants révolutionnaires en apaisant les tensions. Mais espérer la paix, ce serait sans compter sur la guerre avec les États allemands coalisés de 1870, car le 1er septembre de la même année, la défaite du Second Empire lors de la bataille de Sedan profite à la coalition allemande qui annexe alors l'Alsace-Lorraine et contraint Napoléon III à capituler. Événement qui entraînera l'unification des États coalisés et la fondation de l'Empire allemand proclamée au château de Versailles le 18 janvier 1871. Avec l'exil de Napoléon III, le Second Empire s'effondre et la France est une nouvelle fois en proie à la guerre civile. Un gouvernement de défense nationale est alors mis en place à l'hôtel de ville de Paris, à la fenêtre duquel Léon Gambetta proclame la Troisième République. Officiellement, ce gouvernement a pour objectif de continuer la guerre contre les États allemands, mais des historiens diront qu'en réalité, il œuvrait surtout à la capitulation de la France en faisant accepter la défaite aux Français pour enrayer la menace socialiste. Ça, c'est Henri Guillemin qui le dit, donc je ne me permettrai pas de le discuter. Paris, assiégé pendant l'hiver de 1870 à 1871, connaît la famine. Les Français humiliés apprennent que l'Empire allemand vient d'être proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles. L'armistice de janvier 1871 sera insupportable aux socialistes parisiens qui auront résisté dans le froid et la famine pendant 4 mois. Pour détendre l'atmosphère, le gouvernement nomme alors de surcroît 3 bonapartistes au poste de préfet de police et fait interdire les principaux journaux d'extrême gauche. On voit quand même difficilement comment on pouvait attiser davantage l'instabilité du moment. Ah, enfin si, peut-être en supprimant la solde d'1,50 € par jour payé aux gardes nationaux, ça aussi c'était pas la meilleure idée qui soit. Comme il se doit, les socialistes finissent par s'insurger, et le 17 mars 1780, le gouvernement envoie des soldats s'emparer des canons de la butte Montmartre qu'ils veulent utiliser. Mais des insurgés capturent le général Lecomte qui commandait la troupe et le fusilleront le lendemain malgré la demande de protection de Clémenceau, alors maire de Paris. Le gouvernement ordonnera alors immédiatement l'arrestation du socialiste Auguste Blanqui et ordonnera le désarmement des Parisiens. Il envoie d'autres soldats s'emparer des canons qui y parviennent aisément, mais ne disposent pas de chevaux pour les transporter et se retrouvent alors bloqués sur place jusqu'au lendemain où le peuple s'oppose à eux et avec qui ils finissent rapidement par fraterniser. L'insurrection s'enracine et des barricades sont une fois de plus dressées dans Paris. Le gouvernement de la Troisième République se déplace alors à Versailles, considérant Paris comme un foyer de purulence révolutionnaire, pendant qu'à Paris les insurgés organisent le 26 mars 1871 des élections pour élire les membres d'un nouveau gouvernement, partagé entre 92 représentants, la Commune de Paris. Dans les faits, ce sont 70 représentants qui y siégeront.
une partie des élus démissionnant rapidement et d'autres comme Auguste Blanqui ne pouvant se rendre à Paris. Mais chose rare, toutes les tendances politiques y sont représentées, et les représentants sont essentiellement issus de classes sociales basses. Ce nouveau gouvernement entre alors en compétition avec celui de la Troisième République qui continue d'exercer son autorité depuis Versailles. Une grande effervescence politique gagne alors Paris. Partout les gens discutent, votent, proposent des solutions, ou même aident l'administration communale. C'est une période de grands débats dirigés vers la création d'un nouvel ordre social plus favorable aux classes populaires. Plus de 70 journaux sont créés et des réunions publiques se forment spontanément un peu partout. C'est une belle utopie, au sens noble du terme, si ce n'est que la Commune interdira tout de même les publications de presse favorables au gouvernement de la Troisième République. La Commune prendra, en à peine 2 mois d'existence, des mesures inédites en termes de démocratie, de travail, d'émancipation des femmes, de liberté de presse, de services publics, de justice, d'enseignement, de liberté de culte, etc., etc. Malheureusement, la fête sera de courte durée. Le gouvernement de la Troisième République obtient le soutien de l'Allemagne pour former une nouvelle armée qui lancera à l'assaut de la Commune le 21 mai 1781. Date qui marquera le début de la semaine sanglante, durant laquelle les communards se feront écraser. Les derniers combats auront lieu au cimetière du Père-Lachaise le 28 mai, et il s'ensuivra une répression impitoyable contre les communards. On estime entre 6000 et 7500 morts chez les communards, et 877 chez les Versaillais. Avec la Commune disparaissent la totalité des mesures prises en son autorité. Certaines seront néanmoins reprises par la République quelques décennies plus tard. La Troisième République redeviendra dès lors le seul gouvernement légitime de France, qui parviendra enfin à se stabiliser durablement. Enfin, pas exactement, car peu après surviendra la Première Guerre mondiale, les Français n'ayant jamais pu digérer la prise de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne. Mais à partir de là, on considéra que les événements ne sont plus directement conséquents de la Révolution. Bon, c'était un peu long comme résumé, je vous l'accorde, mais c'était nécessaire. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? 4 choses. Premièrement, merci Wikipédia, mais ça vous le savez déjà. Deuxièmement, on voit clairement que la Révolution française n'a pas été un bref événement qui a permis de transiter de la monarchie à la République sans heurts, contrairement à ce à quoi on tend à l'idéaliser. Troisièmement, cette transition s'est faite au prix d'un bilan humain terrifiant. Entre 380 000 morts et 570 000 morts sur toute sa durée, dont entre 240 000 et 400 000 durant la seule période de 1789 à 1793. Et c'est sans compter les morts sur les champs de bataille durant les nombreuses guerres conséquentes de la Révolution. Et quatrièmement, le bilan final de la Révolution est lui-même tout relatif. Alors partant de ce constat, peut-on décemment souhaiter une révolution comme une chose positive? Quelle amélioration politique contemporaine peut être suffisamment précieuse pour justifier une telle pile de cadavres? Probablement aucune. Mais on pourra me répondre que lorsqu'on parle de révolution, c'est de révolution pacifique qu'on parle. D'accord, mais il faudra alors m'expliquer comment on fait basculer un gouvernement corrompu pacifiquement. Parce que comme on l'a vu dans l'épisode de la Commune, lui ne se privera pas d'y recourir à la violence. Il serait bien naïf de croire que le gouvernement se priverait d'envoyer au moins charger ses CRS à grands coups d'armes non létales pour établir l'ordre public que les révolutionnaires pacifiques auront à leurs yeux perturbé. De fait, il n'existe qu'une alternative lorsqu'on décide de renoncer au système électoral, manifester pacifiquement sans résultat, ce qui ne sert à rien, ou manifester violemment et justifier une réponse létale, puis une escalade de violence qui se soldera à n'en pas douter par un bilan humain comparable à celui de la Révolution française. Et surtout, la possibilité ou non de renverser un gouvernement sans violence n'est même pas la bonne question. Comme on l'a vu dans l'histoire de la Révolution, un régime n'est pas remplacé par un autre en un claquement de doigts, c'est un procédé long, instable, ponctué de renversements divers, d'alternance entre l'ancien et le nouveau régime, et même régulièrement accentué de régimes plus radicaux encore, comme des dictatures ou des empires. Au regard de l'histoire qu'on vient de survoler, on peut voir qu'il y a certes des grands moments, des principes nobles pour lesquels les Français ont donné leur vie, une résilience remarquable des justes contre les tyrans et les tricheurs, des idéaux fondamentaux qui sont parvenus à s'imposer contre la plus récalcitrante des volontés, etc., etc. Mais on voit aussi un retour constant du modèle oppresseur qui a été combattu, un terrain de jeu idéal pour les apprentis Fouché qui tirent toujours leur épingle du jeu. D'ailleurs, pour l'anecdote, Fouché n'a jamais été exécuté. Il finira exilé par la cour de Louis XVIII dans laquelle il aura réalisé un peu tard qu'il faisait tâche en raison de son passé de mitrailleur de Lyon, aussi parce qu'ayant voté pour la décapitation de Louis XVI, il se retrouvait accusé de régicide par la loi du 12 janvier 1816. Mais il aura fini ses jours confortablement à Trieste, en Italie, jusqu'à mourir de vieillesse bien à l'abri de la lame de la guillotine, à l'âge de 81 ans et après avoir pris soin de brûler tous ses papiers. Finalement, on a en droit de se demander si la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en république et non pas en monarchie, sinon sous un empire, ce n'est pas tout simplement une grande partie de chance plus qu'autre chose. Ou plutôt, est-ce que cet aboutissement est bien le meilleur qui aurait été possible, ce dont on peut fermement douter au regard de l'épisode de la Commune. C'est donc d'une naïveté sans fin de croire qu'en recourant à la Révolution, même avec sous la main un modèle social parfait pour remplacer le système actuel, on parviendrait sans faute rapidement et pacifiquement à obtenir le modèle voulu et non pas une dérive potentiellement pire que le modèle qu'on aura voulu remplacer. Et quand bien même on y parviendrait d'un coup de baguette magique, sans mort, sans délai et sans erreur,
Ce nouveau modèle social ne serait probablement pas au goût des pays voisins qui chercheraient, comme durant la Révolution française, à l'anéantir pour éviter que la révolte ne se propage chez eux. Osez me dire que nos amis américains, fournisseurs planétaires de démocratie livrés à domicile par bombardier B-52, ne s'indigneraient pas de ce coup d'état dont serait victime la France, et ne viendraient pas promptement y rétablir la démocratie avec le plein soutien de nos alliés européens. Mais plus fondamentalement, je vois deux obstacles majeurs à l'accomplissement d'une révolution. Le premier d'ordre pratique et le second d'ordre philosophique. Pour ce qui est de la pratique, j'entends depuis des années déjà des gens me dire « élection piège à con, convaincus que les urnes ne pourront jamais être un vecteur de changement politique en France ». Je leur accorde qu'il y a de quoi en douter. Quand on voit qu'on a dégagé Sarkozy pour Hollande et qu'au final on a la même politique, sinon une politique encore plus à l'extrême droite que la précédente, on se demande en effet si voter sert réellement à quoi que ce soit. Digression, j'aimerais vous présenter ce que j'appelle le théorème de Manuel Valls. Il est possible de s'orienter à gauche en tournant 3 fois de suite à droite. 86% des Français ne sont pas convaincus qu'il s'applique en politique. Je reprends. Il y a donc des raisons légitimes de douter que les élections puissent changer quoi que ce soit, c'est un fait. Mais pour autant, quel réalisme y a-t-il à croire qu'une révolution puisse voir le jour? Car bien que corrompues, nos institutions politiques sont encore fonctionnelles. Si aucun parti actuel ne vous satisfait, vous pouvez créer le vôtre. Alors certes, il y a beaucoup à dire sur ce point, et la réalité c'est qu'il est presque impossible de le faire sans être un professionnel de la politique. Mais presque impossible, c'est pas complètement impossible. Et tant que vous êtes trop occupé à dire qu'il faut attendre la révolution au lieu de créer ou rejoindre un parti existant, entre parenthèses, pensez à vérifier qu'il n'en existe pas déjà un, je dis ça, je dis rien, et bah ce parti n'existera pas, ou alors il se développera pas comme il pourrait. De plus, et c'est là un coup fatal à l'idée révolutionnaire, en quoi est-ce qu'il est rationnel de penser qu'on peut réussir à rassembler assez de monde prêt à donner sa vie pour renverser le régime actuel par la révolution, tout en étant absolument certain qu'il soit impossible de convaincre assez de monde de se déplacer en toute sécurité aux urnes pour le même objectif? S'il est possible d'unir le peuple français pour mener à bien un renversement politique par la révolution, est-ce que c'est pas tout autant possible, et même infiniment plus facile, de l'unir pour faire la même chose par les voies démocratiques qui sont à notre disposition? Et puis philosophiquement parlant, il y a un autre obstacle incontournable qui est celui de la légitimité de la violence. Comment et pourquoi légitimer la violence, ou même la lutte citoyenne pacifique dans la rue par exemple, alors qu'il existe des outils démocratiques, ou en tout cas une liberté politique suffisante pour obtenir pacifiquement le résultat voulu, et qu'on refuserait alors de les utiliser? Par ce choix de ne pas employer les moyens pacifiques ou légaux à notre disposition, on légitime la répression à notre égard. On autorise donc l'État à sortir les flashballs d'une part, mais on le légitime également dans sa décision aux yeux de la population qui verra les révoltés comme des hooligans, des délinquants qui auront choisi d'user de violence sans raison légitime. Et ne comptez pas sur les médias de masse pour défendre l'idée inverse. Le fait est que la révolution n'est jamais une solution souhaitable, elle est seulement parfois une solution inévitable, justement en cas d'absence d'alternative pacifique. Il est illusoire de croire que l'emploi de la violence se fasse gratuitement, car toute violence génère et légitime une opposition et constitue un cercle vicieux. L'exemple de la révolution communiste est très révélateur en ce sens. Je l'avais brièvement mentionné dans ma précédente vidéo, je ne suis pas communiste ou marxiste car je trouve qu'il y a des contradictions internes à ces doctrines, en premier lieu leur nature doctrinale justement car je défends la raison et le sens critique, qu'une pensée dogmatique interdit nécessairement. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais pour faire vite, disons que la vision d'égalité absolue est incohérente avec la réalité. Il existe des lieux, des situations, des projets ou des activités préférables à d'autres de manière factuelle, et décider que tout le monde soit parfaitement égal et devrait également être satisfait de sa situation est de ce fait impossible. Il y aura toujours d'une part un effort à demander à celui dont la situation ou le travail est moins plaisant qu'un autre à compensation égale. Et comme il faudra d'autre part décider de quelles conditions est attribué à qui, et que chacun voudra naturellement le meilleur pour lui, il faudra que quelqu'un, en l'occurrence l'État, puisse décider à votre place de quelle situation sera la vôtre, et dont vous devrez vous satisfaire. On obtient donc forcément un État disposant d'un pouvoir totalitaire sur la vie des citoyens, qui est une porte ouverte aux abus des décideurs qui se verront confier un pouvoir trop important sur nos vies, raison pour laquelle, à mon sens, on a vu naître en URSS la classe des fonctionnaires privilégiés, en contradiction complète avec la doctrine communiste. Mais revenons-en à nos révolutions, et on va prendre pour exemple la révolution communiste. Alors je vous rassure, je vais être bien plus bref que pour la révolution française, c'est pas qu'il y ait moins à dire, loin de là, mais il faut aussi que cette vidéo se termine un jour. Il faut d'abord comprendre une chose, c'est que contrairement à une croyance populaire, Marx n'a jamais prédit l'effondrement du capitalisme. Il avait dénoncé ces contradictions internes par la démonstration que je citais justement dans ma précédente vidéo. Le fait que la recherche d'un profit toujours constant et d'une compétitivité toujours plus grande menait inévitablement à l'exploitation du travailleur et des crises à répétition. Ce que disait Marx donc, c'est que le capitalisme est intrinsèquement contradictoire et qu'il ne pourrait pas durer indéfiniment. Mais Marx n'a pour autant jamais ignoré que le capitalisme pourrait évoluer pour se préserver et ainsi perdurer bien plus longtemps que son propre vivant. Qu'a fait Marx pour y remédier, lui qui désirait tant voir de ses yeux le communisme qu'il proposait remplacer ce maudit capitalisme? Eh bien il a fait ce que tout le monde aurait fait dans cette situation, piocher ici ou là dans la philosophie pour justifier ce qu'il arrangeait.
Ainsi Marx s'est inspiré de Hegel pour justifier que le modèle communiste soit imposé par la violence. Alors, Friedrich Hegel, comment le résumer rapidement? Disons que ce mec était un bon gros psychopathe. Hegel partait de l'idée selon laquelle la totalité des interactions sociales s'envisageait sous la forme d'une lutte. Plus exactement une lutte pour la reconnaissance dans laquelle vous êtes nécessairement confronté à la seule alternative d'écraser l'autre par votre supériorité virile, ou vous effacer face à la sienne en acceptant minablement la mort de votre ego. En bref, pour Hegel, quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous vous engagez dans une lutte à mort. C'est le terme qu'il employait lui-même, entre votre ego et celui de votre boulanger. Ce n'est pas l'exemple qu'il employait lui-même. Un conseil, parents, montrez à vos enfants que vous les aimez si vous voulez pas qu'ils finissent comme ce type. Ou au moins interdisez-lui de faire de la philosophie, parce que comme vous allez le voir, ça peut avoir des conséquences assez graves. Hegel voyait donc la lutte comme le fondement de tous les rapports sociaux, même dans un débat cordial et détendu entre amis, on se livrait selon lui à une lutte pour s'imposer face à l'autre au moyen de sa supériorité intellectuelle. Les armes changent mais le combat est fondamentalement le même qu'un duel à l'épée et la mort seulement métaphorique. Il soulignait que cette lutte était créatrice. Par elle, le progrès voyait le jour, lutte après lutte, l'humanité progressait dans le sens de son évolution. Hegel était profondément chrétien, et pour lui, ce progrès réalisé au travers de la lutte opérait le dessein de l'humanité tel que voulu par Dieu. Non pas celui-là, Dieu, le seul vrai Dieu, chrétien donc selon Hegel. Il y aurait donc une lutte constante et omniprésente. Par cette lutte naît le progrès, et ce progrès tend à un aboutissement, l'accomplissement ultime de l'humanité, prévu et voulu par le Dieu chrétien, dont semble-t-il le projet était d'avoir créé l'humanité pour qu'elle se foute sur la gueule pendant des millénaires jusqu'à enfin atteindre la paix. Ainsi, l'idée de lutte hegelienne propose trois choses. Premièrement, que la lutte est inévitable, elle est inhérente à la création, enfin bref, allez voir ailleurs avec vos conneries de hippie, on vous dit que c'est pas possible de faire sans. Deuxièmement, la lutte est utile, derrière ses apparences destructrices, elle permet en fait de construire davantage qu'elle ne détruit. C'est la raison pour laquelle un bon athlète de course commence toujours sa carrière en se pétant les deux jambes. Et troisièmement, la lutte tend vers un but ultime de l'humanité, l'accomplissement du dessein qui lui était assigné par Dieu. Une fois celui-ci atteint, on aura donc toute l'éternité pour se faire chier. C'est donc de ça que s'inspire Marx pour justifier l'imposition violente du communisme face au capitalisme, en s'appuyant sur cette triple justification. La lutte est inévitable, alors inutile de se leurrer sur des moyens pacifistes d'abolir le capitalisme. Elle est utile, alors pourquoi s'en priver? Et surtout, elle tend vers un but ultime, et ce but, que pourrait-il être d'autre que le communisme lui-même? Cette politique révolutionnaire dans tous les sens du terme, qui abolit enfin le droit de propriété responsable de tous les maux de la terre. Seule démarcation notable avec la pensée théologique d'Hegel, Marx s'abstient d'insérer Dieu dans l'équation. L'excuse est donc toute trouvée. Il est illusoire d'attendre que le capitalisme s'effondre seul ou qu'il soit renversé pacifiquement. Il faut imposer le communisme par la lutte armée, seul moteur possible du progrès social, et toute violence est alors justifiée en vue de l'aboutissement ultime de la société humaine, le communisme. En une phrase, la fin justifie les moyens, tous les moyens. De cette justification marxiste du communisme révolutionnaire naîtra le concept que vous connaissez tous sans peut-être en avoir saisi pleinement le sens, celui de lutte finale. Dès lors, Marx commet l'erreur qui sera à mon sens fatale à son rêve. Il y greffe lui-même le cancer qui conduira plus tard l'URSS à son échec. Car c'est cette justification d'une imposition violente du communisme qui aura été le point de départ de toute une série de causalités dès lors inévitables. En effet, c'est inspiré de cette même idéologie de la lutte nécessaire et de la justification de l'usage de la violence pour imposer l'idéal communiste, qu'un certain Lénine promouvra le renversement violent du gouvernement tsariste. Bien informé sur l'épisode de la Commune dans la Révolution française, il considérera que son erreur aura été de ne pas avoir su réprimer suffisamment ses opposants pour maintenir son existence. Lénine se radicalisera peu à peu dans cette pensée en écartant les soviets, qui étaient ce qu'on appellerait aujourd'hui une assemblée citoyenne, de sa vision du communisme appliquée de manière à laisser au parti, donc à l'État, un pouvoir suffisant pour se protéger de l'opposition par la répression. Exilé en Suisse lors de la chute du tsar en 1917, il revient en Russie pour rappeler à transformer la guerre mondiale qui s'achève en guerre civile dans le but d'amorcer une révolution mondiale socialiste. Il parvient en octobre 1917 à s'emparer du pouvoir et y impose la vision qu'il en avait. Il fait fermer les journaux d'opposition et donne aux bolcheviks le monopole de l'information, fait condamner des opposants pour activité anti-marxiste, fait enfermer des riches, fait fusiller au hasard un travailleur sur 10 accusé de parasitisme, dessaisit le soviet de Petrograd, etc., etc. Mais la répression qu'il y opère soulève inévitablement une opposition. En proie à une guerre civile sanglante, la Russie perd la main sur la fin de la Première Guerre mondiale, et l'Ukraine lui est arrachée en 1918. Privée de l'un de ses principaux greniers à blé, la Russie souffre de la faim et la guerre civile s'amplifie. Les bolcheviks au pouvoir font face à une forte opposition de révoltés par la politique totalitaire de Lénine. Pour faire face à la famine qui guette, Lénine monte alors un système centralisé de réquisition qui envoie des troupes saisir le surplus des récoltes de paysans, leur saisissant parfois la totalité de leur production jusqu'aux graines nécessaires à la semaille. Les paysans pris à la gorge se révoltent à leur tour, et Lénine donne évidemment l'ordre de les réprimer sans pitié. Il faut bien que le communisme puisse se construire.
Chaque coup de force de Lénine le rend plus illégitime aux yeux de son peuple qui se révolte davantage, le poussant à surenchérir constamment dans la barbarie. Voulant prévenir tout soulèvement, il s'engage alors à prendre des mesures prophylactiques pour éviter toute insurrection. Comprenez par là des mesures d'hygiène politique, on pourrait dire. Il donne alors l'ordre d'enfermer les paysans récalcitrants, les prêtres, les insurgés et les intellectuels séditieux dans un camp de concentration. La nuit du 16 au 17 juillet 1918, désireux de ne laisser aux opposants aucun symbole auquel se rallier, il fait fusiller à bout portant le tsar Nicolas II, sa femme et ses 5 enfants dans la cave de leur résidence où ils étaient maintenus prisonniers depuis la chute du régime tsariste. Commence alors la période de la Terreur rouge, période de répression particulièrement sanglante, exécutions publiques, épuration à grande échelle, instrumentalisation des tensions ethniques pour déstabiliser l'opposition. En 1919, il lance une politique de décosaquisation et engage un génocide des Cosaques, ancien soutien du gouvernement tsariste, qui sera particulièrement meurtrier. Tant et si bien que Lénine en arrive à exercer le pouvoir en contradiction avec ses propres théories. La dictature du prolétariat défendue par Marx à caractère transitoire devient permanente et Lénine en arrive finalement à instaurer une dictature tout court, contredisant totalement la prédiction marxiste du dépérissement progressif des institutions étatiques, qu'il voyait comme inhérent à l'application de sa théorie. Le parti communiste monopolise le pouvoir et la police politique sévit dans toute la Russie. La spirale se poursuit avec une tentative d'attentat contre Lénine, que la propagande récupère à son avantage en amplifiant et canalisant l'émotion suscitée. #Je suis Lénine. La déportation en camp de concentration est institutionnalisée en pratique courante, et ces camps deviennent des camps de travaux, les goulags. Lénine n'associe jamais directement son nom aux agissements du parti, de sorte à maintenir son image publique épurée de toute accusation. Bon, l'histoire est encore longue, très longue même, mais je la développerai pas entièrement parce que l'essentiel de mon propos est là. Imposer un changement par la force, peu importe les bonnes intentions qui vous animent, ne peut qu'entraîner une opposition violente qu'il faudra réprimer dans la violence, ce qui soulèvera plus d'opposition violente, et on entre alors forcément dans un cercle vicieux dont il est particulièrement long, douloureux et délicat de se sortir. Je le redis, la révolution violente n'est donc jamais souhaitable, elle est seulement parfois inévitable quand aucune autre alternative n'existe. Et c'est précisément pour obtenir ces alternatives non violentes que tant d'autres avant nous ont versé leur sang, pour que nous puissions nous obtenir un changement sans avoir à verser le nôtre. Ce serait vraiment pas leur faire honneur que renier la valeur de ces outils démocratiques qu'ils nous ont légués. Peu importe s'ils sont rouillés, peu importe s'ils sont largement détournés de leur source originale, peu importe que leur efficacité ne soit pas aussi intacte qu'elle devrait l'être, et peu importe s'ils ne portent pas aussi facilement les fruits qu'on attend d'eux. Ils sont là, ils existent toujours, et il ne tient qu'à nous de nous en emparer, de les débarrasser de la poussière et de la rouille qui les envahit pour leur rendre leur fonction. Il est possible de changer les choses sans violence, mais c'est uniquement possible par le biais des outils démocratiques dont nous disposons. C'est d'ailleurs pas plus difficile que d'aller risquer sa vie en affrontant l'armée de son propre pays, ni plus long que d'attendre 82 ans que le régime se stabilise enfin entre deux coups d'état. Ça ne demande qu'une chose, c'est affûter son sens critique, sa conscience politique et son implication citoyenne. Et ça, vous pouvez le faire en suivant des études, en lisant des livres ou même en regardant des vidéos intelligentes comme celle-ci. Il existe d'autres youtubeurs qui sont presque aussi intéressants que moi. Alors cherchez-les, instruisez-vous et résistez par votre force d'esprit, pas par la violence qui est l'outil le plus paresseux et inefficace qui soit. Bon, je m'arrête là, j'espère que cette vidéo vous aura permis de vous questionner sur le bien fondé de l'idée d'une révolution violente et sur l'inefficacité supposée du peu de démocratie qu'il nous reste. À tous ceux qui ne croient plus en la politique, qui pensent que voter est un piège à con et que le seul moyen de s'opposer au système c'est de prôner la révolution, comprenez qu'il n'y a rien de plus utile pour ce système qu'un citoyen qui se désengage de ses responsabilités politiques pour poursuivre un idéal révolutionnaire qu'il ne parviendra non seulement jamais à mettre en marche, mais même justifierait une réponse violente dont le rapport de force serait toujours à l'avantage de l'oppresseur s'il y parvenait. Alors informez-vous, affirmez-vous et rappelez-leur que nous sommes une démocratie et que votre parole compte. Alors d'accord, il y aurait encore beaucoup à dire sur la démocratie, mais ça tombe bien, ce sera sûrement le sujet d'une prochaine vidéo. Merci beaucoup aux quelques courageux qui auront eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Franchement, je sais pas comment vous avez fait, moi perso j'aurais pas pu. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui me suivent. On approche de la barre des 100 000 abonnés, parce que oui, il en manque déjà plus que 99 915, encore un tout petit effort donc. Mais plus sérieusement, ma première vidéo a déjà presque 800 vues au moment où j'enregistre. Alors ça peut paraître peu en regard des superstars de YouTube qui font des millions de vues par vidéo, mais très honnêtement, je m'attendais à faire entre 50 et 200 vues maximum sur ce tout début de chaîne, et 800 vues c'est quand même très encourageant pour une première vidéo. Sans oublier que j'ai 26 pouces bleus et pas un seul pouce rouge, ce qui est exceptionnel pour une vidéo politisée. Mais bon, ça j'imagine que ça va pas durer. Un remerciement tout particulier aussi pour Bonzou News qui a fait l'effort de chercher des chiffres exacts de nombre de décès qu'il y avait eu pendant la Révolution. C'est certain que ça m'a fait gagner un temps très précieux. Vous aurez aussi sûrement remarqué que le son est bien meilleur que sur la précédente vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai pu mettre en marche mon micro studio et j'espère que vous avez apprécié l'amélioration de qualité. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Alors comme je l'ai pas fait la dernière fois, j'explique un petit peu le principe.
Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez soutenir des artistes qui vous plaisent et dont vous pensez qu'ils méritent un coup de pouce, en leur laissant une petite somme mensuellement. Donc ça commence par 1 euro par mois, mais n'hésitez pas à aller jusqu'à 10 000 euros par mois, ça me fera vraiment très plaisir et ça a pas de prix. Si vous voulez approfondir le sujet de la Révolution, je ne saurais que trop vous recommander l'intégrale des dossiers de l'histoire de l'illustre Henri Guillemin. Alors il y en a un paquet, donc ça risque de vous prendre un moment, mais au moins vous risquez pas de vous ennuyer. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la procédure, cliquez sur le pouce bleu, partagez-la sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et laissez des commentaires. N'oubliez pas que c'est grâce à ça, et seulement grâce à ça, que la chaîne peut progresser. En ce moment, je suis très pris par mes études et un peu chargé d'activités, donc le rythme de publication va rester assez bas, mais je vais faire mon maximum pour publier des vidéos le plus régulièrement possible, il faudra juste être un petit peu patient. Pour finir, prenez soin de vous, restez sauvages, et à très bientôt.